On va parler ce matin de commerce. On suit un mois de janvier qui est toujours très actif, hein, le mois du CES, mois de la NRF. C'est un mois où on parle beaucoup de retail. On parle évidemment beaucoup de transactions, d'expérience client, etc. Et aujourd'hui, on va parler d'omnicanalité. Là où on devrait déjà être arrivé et là où on va devoir arriver. Il y a des grands changements qui s'opèrent évidemment sur le commerce en général, le retail, évidemment le e-commerce, mais aussi la partie physique des magasins. On va l'aborder sur 3 aspects. On peut plus... Parce que vous l'entendez tous les jours, on ne peut plus se passer d'entendre IA générative et surtout IA agentique. Grand sujet, grand nom qui est arrivé pendant la NRF, on en a beaucoup parlé et c'est ce que vous allez entendre en récurrence tout au long de l'année. On va évidemment parler aussi effectivement d'expérience client, donc expérience client liée à l'intégration d'Omnicanal et l'Omnicanal unifié, on en verra avec les nouveaux protocoles. Et puis tout ça ne peut pas s'opérer sans effectivement une efficience opérationnelle, la façon de structurer l'ensemble de cette démarche, l'ensemble de l'écosystème qui permet d'arriver à ce résultat-là. Alors, il est en train de se passer quelque chose de simple. Il y a 3 ans arrive l'IAGEN. Et puis, très rapidement, les protocoles se complexifient et on a cette arrivée sur l'IA agentique. L'IA agentique qui fait effectivement un changement simple. Vous étiez dans une recherche assez classique à travers l'IA, par le prompting. Et le commerce est en train de s'intégrer maintenant directement dans ces IA génératives et donc de passer de cette phase d'IA générative à IA agentique. Considérez l'agentique avec une évolution qui est, on va en parler, encore maîtrisable, mais qui va très vite. Vous avez la projection là de ce que pourrait être l'IA agentique, c'est-à-dire des agents pour les consommateurs, en réponse à des agents des marques, ce que représentera le commerce autour de ces nouveaux protocoles. Donc là, vous avez une fourchette basse, une fourchette haute. On estime entre 200 et 400 milliards, vous l'avez à 2030, entre 10% et 20% du e-commerce américain. On peut faire une prévision qui soit à peu près mondiale, puisqu'on va en parler aussi sur la Chine, où effectivement, on voit que la partie agentique va prendre une part de plus en plus importante dans le commerce digital. J'ai envie de vous dire, pas d'inquiétude. Et j'ai envie de vous dire en même temps, dépêchez-vous. Pas d'inquiétude parce que vous voyez, on est passé du search, la recherche, produits, informations sur les marques, à l'intérieur des IAGN classiques, que ce soit sur OpenAI. Et puis on migre tout le temps, mais tout doucement, pardon, vers le fait que maintenant, le protocole d'achat, la transaction elle-même est en train de s'intégrer directement dans ces IAGN. C'est pour ça qu'on parle d'IA agentique. On en est au démarrage, où c'est l'agent du client, l'agent du consommateur, versus l'agent des marques qui vont commencer effectivement à parler entre eux et à gérer de manière très automatisée toute la transaction d'achat. Donc j'ai envie de vous dire, ça va, on est là, vous le voyez dessus, nous sommes ici, mais ça va aller très vite. Regardez l'agenda, ça va aller très vite, c'est-à-dire qu'on va passer de cette phase où quelques protocoles spécifiques sont intégrés dans les IAGN, on va passer à de l'automatisation, c'est-à-dire que tous les protocoles vont être intégrés dans des IA. Et on va passer ensuite à des agents qui parleront à des agents. Donc il va falloir que vous ayez ce mindset de dire que la façon dont vous orchestrez l'information, la façon dont vous renvoyez l'information de vos marques vis-à-vis des consommateurs va de se faire avec des interfaces qui sont des IAGN. Donc la façon de structurer l'information dans les marques va devoir correspondre à la façon dont les consommateurs vont vouloir maintenant orchestrer leurs transactions d'achat. Que ce soit des achats courants, les achats de la vie courante, les courses quotidiennes, à des achats beaucoup plus complexes, y compris via des achats structurés sur la durée. Aujourd'hui, on va parler que du premier, que l'acte d'achat. On a voulu matérialiser ce que sont aujourd'hui les agents existants dans les différentes chaînes de valeur de l'entreprise. Donc nous, on va parler de l'acte d'achat, vous pouvez le voir déjà aujourd'hui. On a sur la partie, effectivement, le search, la transaction d'achat, le paiement. Mais ces agents aussi orchestrent dans la relation client, dans la partie post-achat, dans le suivi, dans l'analytique. Et puis, effectivement, dans toute la partie back-end d'exécution, c'est ce qu'on verra pendant Work et Productivité, c'est comment, effectivement, sur la partie back-end, sur la partie où vous opérez les opérations, les agents IA viennent interférer, viennent structurer effectivement cette démarche-là. Donc c'est une chaîne qui est en train de se mettre en place tout doucement avec des solutions. On va en parler, il y a eu des annonces fortes pendant la NRF. Et là, ça vous permet de visualiser structurellement un petit peu comment se structure le marché. Je vous l'ai dit, la plus grosse annonce qu'il y a pu avoir sur la NRF cette année, ça a été fait évidemment par Google, qui a envie de préempter ce qui était son marché. Je vais faire très simple, le search mondial, c'est Google, à peu près 90% de part de marché. Il était évidemment hors de question pour Google de perdre cette capacité à opérer sur son propre marché, et donc ils viennent standardiser, ils ont proposé une standardisation de l'ensemble des protocoles IA. Je vais le simplifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait que tous les protocoles qui se créent parallèlement sont accessibles et intégrables directement
dans ce nouveau protocole unifié, de façon à ce que la gestion de la transaction se fasse avec une chaîne définie qui sera évidemment opérée par Google. Alors, ils ne sont pas les seuls, ils se sont accordés avec d'autres, et notamment avec des accords de Walmart. Donc, les deux plus gros chiffres d'affaires mondiaux, 700 milliards pour Walmart, environ 600 milliards pour Google, ont décidé de standardiser quelque chose qu'ils veulent imposer à l'ensemble de ce qui est en train de se créer, puisque tout ça est très mouvant. Vous avez eu évidemment les digital natives, on va avoir presque les digital ou les natifs AI, ceux qui s'intègrent et qui comprennent déjà la façon en tant que consommateur de pouvoir se servir de l'ensemble de ces nouveaux outils pour pouvoir effectuer effectivement leurs achats, pour pouvoir faire leurs choix, pour pouvoir effectivement ensuite arriver à un suivi qui est presque automatisé des achats par exemple redondants. Donc on les appelle les natifs IA et je délègue en fait l'intégralité de mon acte d'achat, je veux dire à un robot, en tout cas non physique pour le coup, mais à une IA et qui va structurer la façon dont je commerce aujourd'hui. Alors ça permet quoi? Ça permet plein de choses. Ça permet aujourd'hui, effectivement, on va parler de données, impossible de parler d'IA sans parler de data et d'hyper-personnalisation. On en parlera un peu plus tard là dans cette présentation. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, toutes les données qui sont collectées, toutes les données qui sont structurées, plus la fréquence et la répétition par ces agents des achats, va donner une cartographie extrêmement précise des consommateurs et donc va donner la possibilité aux marques d'avoir une réponse très spécifique, et donc on parle effectivement, vous allez l'entendre encore beaucoup cette année, de personnalisation, voire d'hyper-personnalisation, notamment dans les loyalty programmes, dans toute la façon dont vous allez faire de la feed. On parle de omnicanalité, donc on parle de convergence des données vers un même modèle sur lequel on a la vision 360 du consommateur. Qu'il soit passé par Instagram, sur des modules un peu shoppable, qu'il soit allé sur votre site e-commerce ou qu'il soit rentré en boutique, aujourd'hui, c'est la convergence de l'ensemble des données qui vous amène cette cartographie précise des consommateurs et donc de la capacité que vous avez à répondre à l'individu et non plus à des personas. Ça, c'est des changements qu'on a aussi. On vous en a mis quelques-uns parce que je ne vais pas tous vous les énumérer, mais l'idée c'est que vous puissiez voir qu'effectivement se développe à l'intérieur même de toutes les transactions d'achat, toutes les réponses qu'on peut avoir. C'est la partie côté vendeur, la partie côté acheteur, c'est ce qu'on disait. Ces agents vont finir par se regrouper et communiquer entre eux via les protocoles dont on a parlé avant. Sont en train de se structurer pour différentes missions, différentes tâches. Donc là, vous en avez quelques exemples. On parle effectivement d'IA hybride, c'est-à-dire d'IA qui sert et les marques et les consommateurs, où on parle des agents différenciés, soit pour les acheteurs, consommateurs, soit effectivement pour les marques. Petit exemple, vous l'avez là, l'UCP permet, en fait, là je suis directement dans Google et je fais une demande. Je cherche un trolley, un bagage, et toute la transaction de la recherche jusqu'à la proposition, jusqu'à l'acte d'achat va se faire à l'intérieur même de Gemini. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle pour vous. Vous n'allez pas vous faire capter l'intégralité de vos données commerçantes, je vais le dire comme ça. Vous l'avez, c'est-à-dire Google a quand même tout de suite mis en garde en disant « Nous ne sommes qu'une interface de protocole sur lesquels vous allez pouvoir, consommateurs, acheter telle ou telle marque, mais nous ne captons pas de la donnée. Nous ne récupérons pas les données de l'ensemble des informations des consommateurs ou de la transaction. » Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Ils n'ont pas encore mis en pratique la capacité de capter ce qui est la richesse des entreprises aussi aujourd'hui, vos données clients, la data que vous pouvez disposer. C'est un parcours qui est frictionless. Je viens chercher de l'information, j'arrive jusqu'à la capacité à faire un check-out, un paiement et d'avoir l'ensemble de la chaîne de livraison qui se met en ordre. Deuxième exemple, vous l'avez sur ChatGPT. Alors, c'est un peu différent la façon dont il est orchestré. Ils se sont associés aussi avec Stripe pour la partie paiement. Ils ont intégré les modules de Stripe à l'intérieur même de la partie de ChatGPT, donc d'OpenAI, avec une transaction pareille, qui est une transaction sur laquelle elle est frictionless, depuis la recherche jusqu'à l'acte d'achat. On pourra en développer beaucoup. Et Copilot, Microsoft se dit, oulala, je suis en retard. Je suis très en retard. D'ailleurs, je pense que vous le constatez dans vos usages quotidiens. On n'est pas extrêmement, nous, en lecture, satisfait de ce que fait Microsoft. On peut le comparer maintenant à ce que fait Gemini, OpenAI et d'autres. Et donc, effectivement, on se dit qu'ils ont un temps de retard. Mais ils ont quand même décidé, effectivement, d'intégrer aussi Microsoft Checkout, donc capacité à faire de l'achat à l'intérieur de Microsoft directement Copilot, de façon à eux aussi pouvoir transactionner à l'intérieur même de leur IA. Ils sont un petit peu en retard, mais ils y viennent aussi tout doucement. Vous avez 3 grands acteurs qui sont rentrés dans la même démarche.
Et puis on avait besoin d'informations, donc on a quand même été chercher, savoir si nos amis chinois, qui sont toujours un peu en avance sur la partie e-commerce et sur l'expérientiel global, faisaient, et bien pareil, ils ont intégré effectivement en surcouche des IA spécifiquement pour l'acte d'achat, pour toute la chaîne transactionnelle, et vous l'avez là sur donc Taobao effectivement et Tmall, qui sont deux énormes marketplaces liés à Alibaba, qui ont eux aussi mis des systèmes de checkout automatisés, donc de search, checkout, transaction et récupération de ces produits. Je vous passe, vous avez compris, je ne vais pas vous faire 4 fois la même vidéo. Et puis les retailers, ils ne sont pas en reste, ils se disent, attendez, je vais parler avec des consommateurs qui ne sont plus des consommateurs, en tout cas des consommateurs habituels, presque émotionnels, ils sont presque des consommateurs assistés presque par leur concierge ou par leur IA. Donc on a vu se développer, on voit se développer un certain nombre, pareil, d'agents, des marques elles-mêmes, qui proposent un certain nombre de services et de valeurs ajoutées. Je vous en donne qu'un qui correspond à peu près. Chez Home Depot et chez Lowe's, vous avez un projet d'une construction, je sais pas, d'un dressing ou d'une partie, on est sur la partie projet maison. Eh bien, vous posez votre demande, votre besoin, et l'IA, l'agent, va structurer l'ensemble de tous les matériaux dont vous avez besoin, va vous donner à peu près des conseils sur la construction, le montage, les plans, etc. Donc, va vous aiguiller effectivement comme un conseiller de vente hyper professionnel qui va vous dire, écoute, pour ton projet de dressing, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut, et voilà comment je peux structurer ton panier d'achat immédiatement et être quasiment en instant payment juste après, puisque tout est structuré, vous n'avez plus à réfléchir, à maîtriser, etc. Tout est fait effectivement par l'agent. Donc, il y a cette notion où ce que vous avez de statique aujourd'hui, je viens chercher de l'information statique, on était sur le beau, vos sites e-commerce sont des sites de beau. On travaille aussi beaucoup sur l'expérience, le parcours, mais c'est des sites visuels. Il va falloir renforcer la partie qui est la partie de fond. Donc pas le beau, mais le bien. Le bien, c'est qu'est-ce que j'écris sur ma marque, qu'est-ce qui est disponible comme information pour que dans les IAGN, on vienne chercher l'information qui corresponde à ce que les agents demain vont venir screener, vont venir récupérer. Donc comprenez bien ce changement qui est en train de s'opérer. On va en parler juste après sur la partie du search. Tout ça traduit par les agents une façon de présenter les produits, mais de la fiche produit à l'information sur vos produits de manière différenciée de ce que vous faisiez aujourd'hui. Et ça va arriver relativement rapidement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? En fait, on est en train de dire qu'avant, je scrollais, je cherchais l'information et je cliquais. Là, c'est fini. C'est la voix qui devient l'acte de recherche et donc qui structure toute ma démarche d'achat. On est sur cette phase du menu, on vous le disait, je scrolle, j'ai les menus déroulants, je vais chercher l'information, et bien là, ça s'arrête à ça. On passe au dialogue, on passe au sales dialogue, au commerce dialogue. Et donc ça, c'est quelque chose de différent et c'est aussi quelque chose que vous allez devoir prendre en compte effectivement dans la façon d'interfacer avec les consommateurs. Donc là, vous avez un exemple qui est directement sur Brand Agent de Microsoft, effectivement, qui fait que tout se fait par la voix et c'est des grands changements avec ces agents qui sont des agents autonomes. Il y a quand même des visions qui s'opposent. Vous avez deux grands, on en a parlé tout à l'heure. Alors, j'avais cité Walmart et Google, et là, je cite Amazon. Vous avez des écosystèmes ouverts qui disent, en fait, je ne veux pas être propriétaire de ma tech, je ne veux pas proposer quelque chose qui est fermé, je veux pouvoir me donner la possibilité de rayonner sur l'ensemble de tous les secteurs du commerce mondial, que ce soit des partenaires tech ou que ce soit des partenaires commerciaux. Et de l'autre côté, vous avez la vision Amazon qui est tout fermé. Je ne veux pas que les agents viennent screener sur l'ensemble de mon site quelle serait la meilleure opération ou quelle serait la meilleure proposition si je veux acheter tel ou tel produit. Je veux fermer mon écosystème, je veux garder la valeur en interne et pouvoir proposer moi mes propres agents, version Amazon, pour pouvoir effectivement aiguiller le consommateur. Pourquoi? Parce que eux, ils ont deux versions différentes. Walmart, c'est la diffusion globale. Amazon, c'est aussi tout ce qui leur apporte de la valeur sur la partie marchande. Ils vendent des prestations, non pas qu'à nous, consommateurs, mais ils les vendent aussi à des marchands avec un certain nombre de solutions. Hors de question pour eux, qui est leur modèle économique, de laisser partir ça. Ça toucherait la partie AWS, donc ça partie de la toucher du cloud, etc. Donc c'est une structure stratégique qui est complètement différenciée et qui fait que vous avez deux stratégies qui s'opposent. Je ne vais pas tout vous lire, on vous donnera de toute façon 100% accès pour ceux qui font des photos, 100% accès à la présentation comme on a l'habitude de faire. Donc vous retrouverez un détail pour ça si vous voulez revenir. Les gros accords, ils sont là. Vous avez deux visions également de Walmart qui se dit comment je suis ouvert et comment je teste des choses différentes. Alors, vous avez deux exemples. Walmart s'est associé à Google en intégrant Sparky. Sparky, c'est l'agent du site e-commerce de Walmart. Donc, vous pouvez interroger pour ce soir, je reçois 4 personnes. Telle personne est allergique. Je veux que tu m'accordes le repas avec le vin. Je veux que tu passes ma commande, etc. Sparky sert à ça.
il est l'interface agent pour pouvoir structurer le besoin du consommateur jusqu'à l'acte d'achat, exactement pareil. Et là, ils l'ont intégré, eux, directement. Donc, vous avez un protocole qui permet d'inscrire un agent dans une plateforme qui est déjà une IAGN. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est un peu différent. Walmart s'est dit, je ne vais pas faire la même chose avec OpenAI. Je vais cette fois-ci intégrer mon catalogue directement dans OpenAI. Donc, au lieu d'avoir la notion de l'agent qui est intégré pour ensuite aller chercher l'information, et donc l'information et les données conservées restent chez Walmart, ils ont carrément décidé d'intégrer, eux, leur catalogue en entier, donc pas leur agent, directement chez OpenAI. Donc deux stratégies qui permettent aussi de répartir stratégiquement leurs risques ou leurs tests effectivement de fonctionnement avec les deux grands aujourd'hui qui sont les deux grandes IAGN qui détiennent le marché. Je vous en parlais tout à l'heure. Passons vite. Ce qui est intéressant, c'est une annonce qui a été faite au CES. J'en profite, on a été également au CES cette année. Vous avez un rapport qui est disponible, d'ailleurs, je le redis, on m'a fait dit de le rappeler, donc n'oubliez pas. Vous avez le rapport du CES qui est assez exceptionnel, le salon lui-même et le rapport qui en découle. Donc, à prendre les informations dessus. Une annonce qui a été faite, c'était Alexa Plus, qui maintenant, effectivement, devient un agent IoT. Donc, à l'intérieur d'un objet, puisque ça, c'était le grand renfort de l'IA physique. J'y viendrai pas aujourd'hui, mais l'IA des objets, qui est intégrée dans les objets, qui renforce Alexa pour devenir en fait un agent vocal interne, maison, entreprise, le cas échéant, pour pouvoir effectivement apporter la même solution que vous pouvez avoir quand vous venez prompter sur un ordinateur, etc. Donc ça, une des évolutions qui a été présentée cette année au CES, et je pense qu'il va faire pas mal d'émules dans la façon de structurer sa consommation personnelle. On parlait du search, donc là je vais basculer, évidemment on parlait d'agentique, mais je ne peux pas parler d'agentique sans parler du search. Vous avez entendu parler de cette règle SEO versus GEO et maintenant versus AEO. Donc GEO, Generative Engine Optimization, AEO, Answer Engine Optimization, c'est-à-dire plus largement encore que le GEO qui s'opposait au SEO, que vous avez mis 20 ans à construire, qu'on a tous mis 20 ans à construire, et qu'on nous dit maintenant, le protocole, désolé, mais il va complètement changer, donc vous pouvez revenir à la case départ, et c'est ce qui va arriver, parce que là, vous voyez tout simplement ce qui est en train de s'opérer, c'est que la partie de recherche intégrant sur la partie des IAGN va croiser très rapidement, on pense d'ici 1 à 2 ans, le search natif que vous connaissez sur Google et qui est nativement SEA, SEO, etc. Et on a ce croisement qui est en train de se faire, cette bascule qui est absolument vertigineuse dans la façon dont ça se fait. On avait l'année dernière mesuré que pour la première fois, Safari sur iPhone avait baissé sa volumétrie de consultation. Vous ne consultiez de moins en moins du Google classique au clic, mais vous transfériez directement sur des IAGN pour aller chercher l'information. Et donc on voit qu'effectivement, cette courbe va avancer. On parlait de personnalisation, donc c'est ce que je vous disais. On n'est plus dans le mot-clé, plus addition, guillemets. On passe dans quoi? On passe dans quelque chose où le prompting, la voix. Donc les assistants personnalisés vous permettent effectivement de structurer toute la démarche que vous allez avoir. Donc si vous le faites en tant que consommateur, vous allez devoir donner la réponse à vos clients de la même façon. Et donc, de la façon dont je vous parlais tout à l'heure, en changeant la façon dont vous structurez effectivement votre information. Juste, je vous le donne comme ça, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais l'information qui est attendue par les IAGN est plus pertinente quand elle vient pas de vous que quand elle vient de vous. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important, c'est que c'est l'information des consommateurs, c'est l'information qui va rayonner sur la marque, sur vos produits, qui aura plus de valeur, et c'est le cas aujourd'hui, dans la façon dont le search s'opère sur les IA génératives. Donc ça, c'est aussi un mindset qu'il va falloir faire évoluer, puisque vos clients, vos consommateurs parleront mieux de vous que vous ne pourrez le faire, en tout cas pour ces IAGN. On a cet exemple sur Zalando, effectivement. Alors Zalando, ils ne se sont pas embêtés, ils se sont dit, puisque c'est des gens qui vont chercher des informations un peu nouvelles et de façon structurée nouvellement, je vais demander à l'IA elle-même de me structurer les informations telles que l'IA pourrait les demander. Je suis désolé pour le côté un peu looping, mais en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui 80% de leurs contenus marketing sont créés par l'IA, en vue d'être correspondante aux besoins qui est en train de s'opérer par le consommateur et les agents qui sont en train d'arriver. Ça, c'est un des exemples. Ils n'ont licencié personne, je crois. Donc, on fait toujours le rapport humain-IA. Mais ils ont structuré une démarche qui est une démarche en se disant comment je réponds au mieux à ces enjeux de demain sur la façon dont le search s'opère. On parlait d'omnicanalité, donc effectivement, c'est bon, on a parlé de digital, on a parlé d'e-commerce, de futur e-commerce. Il faut quand même qu'on parle du magasin physique parce que le magasin physique est de retour. En tout cas, c'est la version qu'on a pu voir à New York, c'est la version qu'on a vue depuis 2 ans. Et c'est ce qu'on ressent aussi dans les données qu'on peut avoir. Les gens ont encore envie de consommer en point physique. Aux États-Unis, juste une statistique, 70% des millennials américains préfèrent consommer en magasin.
Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des démarches de search avant, de renseignement, etc. Mais par contre, le lieu préféré, effectivement, qui est plus expérientiel, c'est le point de vente. Donc, on a quand même sur cette génération qu'on pensait un peu trop digital native ou e-commerce native permanente. Alors, c'est aux États-Unis, cette donnée est aux États-Unis, mais on peut parfois faire quelques parallèles. Elle n'est pas aussi évidente que ce qu'on avait vu. On pense d'ailleurs que dans les 5 prochaines années, le commerce restera, en tout cas, dans ces structures-là, entre 70 et 80% sur les physiques et entre 30% et 20% suivant les marques sur le digital, quelles que soient ses formes. Il est en train de s'opérer une fraction sur le magasin physique, c'est les deux extrêmes de la chaîne. Choix, je veux que ça aille très vite, frictionless, je veux pas avoir la technologie, je veux que je rentre dans le magasin, je prends ce que je veux, je sors, il s'est rien passé de complexe pour moi et j'ai consommé. Ça, c'est la version la plus, ce qu'on appelle la version speed, la version frictionless. Et puis de l'autre côté, pour d'autres enseignes, tout dépend effectivement de l'ADN de l'enseigne, de sa vision, hein, effectivement, c'est le côté très expérientiel. Donc on a deux schémas qui s'opposent, le côté je vais vite, je passe vite, j'achète vite, je pars vite. Et de l'autre côté, je veux prendre le temps avec la marque, je suis connecté émotionnellement avec la marque pour différentes raisons, et elle me fait vivre des expériences qui vont au-delà de la transaction. Ce qui n'est plus supportable pour les consommateurs aujourd'hui, c'est simplement d'être dans cette relation uniquement transactionnelle. S'ils veulent être transactionnels, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Sofa Economics, je suis dans mon canapé, j'achète ce que je veux, j'ai pas besoin de me déplacer dans le point de vente. Donc pour faire venir les gens au point de vente, il faut leur faire vivre quelque chose qui est différent, il faut leur apporter quelque chose qui est différent. Et il y a plein de magasins qui l'ont compris en supprimant presque une partie des produits pour ne se concentrer que sur l'expérience de test, d'usage ou de prise en main. On en parlera notamment pour les smart glasses qui sont arrivés en force sur le CS. Simplement, aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire l'impasse. Si on parle d'omnicanalité et qu'on parle de convergence unifiée, donc ça passe déjà par la donnée, ça passe par la structuration de cette donnée de façon à la capter sur tous les points de contact, les fameux touch points. Ça se complexifie pour vous parce qu'il y avait avant le site e-commerce et il y avait le point de vente. Et puis maintenant, il y a les réseaux sociaux. Toute cette partie où vous pouvez générer de la transaction directement, ce qu'on appelle les shoppables, directement sur les réseaux sociaux, je peux acheter. Donc ça a complexifié pour vous l'ensemble de vos parcours. Mais il y a une chose est sûre, c'est que si vous voulez pouvoir avoir une exécution opérationnelle très efficiente, c'est que cette construction de données, elle doit être obligatoirement unifiée. L'ensemble des informations figurant, connectées sur vos consommateurs doivent pouvoir se retrouver dans vos CRM, dans vos CDP, tout dépend de la façon dont vous êtes construit. Donc ça, c'est vraiment la clé de la réussite et de l'efficience opérationnelle et ça peut permettre effectivement cette convergence omnicanale et qu'on appelle les convergences omnicanales unifiées. Ça a beaucoup d'importance dans la capacité pour vous à répondre aux besoins de l'individu. Donc cette hyper-personnalisation dont on est en train de parler, dont on a entendu parler dans tous les couloirs de la NRF. Là, vous avez un exemple un peu particulier. Vous avez Instacart, donc une solution à la base, qui est une sorte de marketplace food, et qui s'est développée en proposant deux choses. La première, c'est qu'elle est passée en complément de certains sites e-commerce pour apporter de la solution de choix, de structure et d'instant checkout, alors via les IA génératives ou via les sites e-commerce. Et puis, elle a trouvé une autre solution, c'est qu'elle a créé un chariot, un caddie, pour ne citer ça, où l'ensemble de ces dispositifs-là, digitaux, s'intègrent cette fois-ci dans le magasin, puisque vous voyez, il est présenté directement sur l'avant du caddie et il va être en capacité de réagir avec l'environnement sur le choix des clients, leurs besoins, ce qu'on trouve en magasin, la capacité à leur donner des conseils de manière instantanée en faisant les courses. Donc, on a ce digital qui se rebascule effectivement dans le point de vente. On a l'habitude de dire, et désolé pour cette expression, que le digital bullshit qu'on avait il y a 5 ans, c'est terminé dans les magasins. Si vous avez ça, oubliez, gagnez de l'espace, faites de la rentabilité au mètre carré, ça sera plus intéressant. Mais sortez tous ces dispositifs digitaux un peu vieillots, qui ne marchaient pas, qui ne sont pas mis à jour en temps réel. L'ère de l'instantané, du retail média et de la capacité à basculer le digital en point de vente est de nouveau de retour avec des solutions comme ça qui sont particulièrement, moi j'appelle ça frictionnel, mais c'est-à-dire qui sont quasiment intégrées dans le parcours émotionnel et d'achat du client. Je vous en ai parlé, deux modèles s'opposent. Le modèle je rentre, je sors et j'ai mon produit. Mais là, vous avez un exemple directement avec Luckin Coffee, marque chinoise. Ils se développent à la hauteur de 3 à 5 magasins par jour, donc ils vont en avoir 45 000 d'ici la fin de l'année. Donc leur target, c'est très simple, c'est Starbucks qui se trouve vieillot. Je ne peux pas acheter par carte bleue, je ne peux pas acheter par autre moyen que d'avoir l'app, de rentrer dans le magasin, de choisir de ce que je veux, d'être ressorti et d'avoir été directement débité du montant d'achat sans qu'il ne se passe aucune autre opération que celle-ci, c'est-à-dire ma visite, le fait de capter les produits et de sortir. Donc expérience extrêmement rapide, extrêmement fluide et eux ont basé toute leur communication sur cette expérience de la rapidité, vous êtes pressé, vous consommez rapidement et c'est très, très simple. Ils ont aussi vu que ça augmentait
très considérablement le gain de temps, la capacité à consommer beaucoup plus largement qu'un simple café attendu à un comptoir. On vous le dit, les solutions s'intègrent dans le magasin. Donc vous avez Honeywell qui a présenté un certain nombre de dispositifs, mais ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on a de la dynamique magasin. C'est ce qu'on peut opérer maintenant par la donnée instantanée. Le fait d'avoir des données instantanées sur les consommateurs, le fait d'avoir la possibilité effectivement d'orchestrer en live un certain nombre de promotions, de communications, de publicités, fait que vous retrouvez un certain nombre de dispositifs qui s'intègrent maintenant, qui favorisent aussi la navigation. Vous voulez proposer un guidage par étapes. Si vous êtes dans un acte d'achat, par exemple, dans un magasin de bricolage et que vous avez besoin de passer de telle étape à telle étape, là directement, les outils du magasin vous permettent de structurer sans aller chercher et faire le tour 10 fois du magasin parce que vous avez oublié 3 vis. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ces dispositifs qui vous facilitent effectivement la façon dont vous allez vivre votre expérience d'achat. Les Chinois sont pas en reste, on vous en a parlé lors du Single Day, le 1111, donc qui est en novembre où des achats massifs se font. Ça dépasse 1,5 milliard pour vous donner sur une journée de 24 heures à peu près ce qui est fait en commerce sur cette partie-là. On a rattaché nous au Black Friday. Ils ont développé aussi quelque chose à partir de l'année dernière, notamment sur ces grands événements, c'est qu'ils ont intégré des IA à peu près dans tous les éléments du parcours, que ce soit physique ou digital, y compris dans ces conventions où ils font des conventions de ce qu'on appelle le live shopping, mais en mode spectacle. Et ils ont intégré de l'IA qui traque l'ensemble des consommateurs dans la façon dont ils vont s'informer sur un produit, ils vont commencer à cliquer, avec des dispositifs qui sont complexes, puisque ça passe de la télévision au smartphone, à l'ordinateur, en passant par les magasins physiques. Donc ils sont en train d'essayer de tester et ils se sont vus que la conversion, notamment, était beaucoup plus forte avec l'ensemble de ces dispositifs. Vous avez quelques chiffres, on vous les a mis parce que c'était assez marquant. Le nombre de marques qui ont participé à ce run de 24 heures pendant cette journée-là. Et puisque ça a généré, effectivement, plein de nouveaux membres sont rentrés avec des actes d'achat différents, 145 nouveaux membres de programme de fidélité sur une seule journée. Sur une seule journée. Ça fait rêver, hein. Quand même, ce qui est intéressant, c'est que l'IA apporte quelque chose de différent, mais décharge d'une partie des tâches qui sont des tâches un petit peu rébarbatives ou qui n'apportent pas beaucoup de valeur ajoutée, notamment pour conseillers, conseillères de vente, effectivement, tous ceux qui accompagnent l'ensemble des consommateurs. Et donc, on a cette phase quand même, 90% peut être opéré par on va dire par la machine. Mais par contre, le reste le côté émotionnel des représentants de la marque vis-à-vis des consommateurs. Et ça ne disparaît pas. Il y a quand même un besoin, je veux être aidé, je veux aller vite, etc. Mais quand même, sur certains achats, sur certaines typologies de marques et de produits, j'ai besoin de rester connecté avec un humain qui en face va compléter la partie qui est beaucoup plus émotionnelle, relationnelle, que ne peut le faire évidemment l'ensemble de la structure que vous avez mis en place en termes d'agents ou de processus. Donc là, on garde quand même, c'était aussi le deuxième mot utilisé à la NRF, c'était Human in the Loop. Effectivement, on joue sur le clienteling, la capacité à accompagner ses clients sur un scope très spécifique, effectivement, qui était parfois d'ailleurs délaissé par les marques, puisque on avait des conseillers de vente qui faisaient à peu près tout et parfois n'importe quoi, sur plein de sujets qui n'étaient pas les leurs. Le premier sujet, c'est d'accompagner les consommateurs. Donc il y a quand même une structure qui se fait IA for Human et pas simplement IA Holland. Et ce que ça permet de dégager du temps pour que, effectivement, l'IA permette aux conseillers de vente d'être de plus en plus précis dans la façon dont ils informent, dont ils vont accompagner les consommateurs. Donc on retrouve du temps, mais on retrouve aussi l'IA qui renforce les connaissances des conseillers, des conseillères directement pour accompagner les clients parce que effectivement l'IA leur permet ça. Tout en même temps, je dirais, l'IA permet aussi effectivement dans certains cas, de certains qui se renseignent, d'avoir l'information. Donc sur les services de la relation client, effectivement, ça a beaucoup impacté, vous l'avez vu sur ces 2 dernières années. J'ai la possibilité effectivement de trouver aussi cette information. Donc soit je le trouve par le conseiller qui maîtrise autant les informations produits et de la marque, soit je le trouve directement par le search que je peux opérer si je suis en magasin ou si je suis sur la partie digitale. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? On a parlé beaucoup de clienteling, c'est un sujet qui revient et dont on a beaucoup parlé en ce début d'année. La façon de structurer cette démarche d'omnicanalité, elle se traduit par beaucoup de touchpoints, beaucoup d'expériences qui sont rajoutées sur le magasin. Donc, ça peut être de l'essayage sur lequel je capte la donnée, je capte des signaux faibles de mon consommateur. Ça peut être effectivement la centralisation. On l'a vu sur l'ensemble de toutes les données consommateurs sur lesquelles on apporte une réponse fidélisation sur les loyalty programmes de manière hyper personnalisée parce que je comprends dans quelle démarche s'effectue le parcours de mon consommateur. Donc, là, vous les aurez, on vous les a mis pour que ce soit assez représentatif. Vous aurez tous ces exemples-là qui donnent tous les apports qu'on peut avoir directement sur les écosystèmes, donc hybrides, évidemment omnicanal unifiés, de façon à effectivement jouer sur à peu près ce qu'on appelle tous les tableaux de la relation client.
Je fais que me répéter hein, pour le coup, et j'en suis désolé, on passe d'un commerce qui est un commerce traditionnel ou classique, au clic, à la relation, à un commerce conversationnel, y compris dans le magasin. C'est ce que vous avez, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, est en train de se transférer sur le point de vente directement par un certain nombre de dispositifs. Vous avez par exemple des magasins comme Five Guys où vous pouvez commander directement avec une borne et qui limite, vous l'avez là, hein, Sunny Five Guys, qui limite en fait les risques de prise de commande, d'erreur de commande, etc. et qui fluidifie énormément les queues d'attente pour l'ensemble de la commande, transaction et achat. Donc vous avez tous ces dispositifs e-commerçants qui s'intègrent directement digitalement. On a également sur cette partie, on parlait clienteling, data, données et l'ensemble de ces captations amène à quoi? Amène à la capacité qu'on a effectivement de faire du clienteling 2.0 très adapté, très personnalisé, qui correspond effectivement au moment de la courbe de vie du consommateur. J'entends le moment où il est en capacité de s'intéresser ou de passer à la transaction. Et ça, c'est quelque chose qui va, toute la partie de l'attrition, de la réduction du churn, de la capacité à répondre au bon moment, vraiment, est quelque chose qui va s'accélérer parce que cette donnée structurée dans vos CDP va vous permettre effectivement d'avoir une réponse de plus en plus adaptée. Je dois accélérer, c'est ce qu'on est en train de me dire. Pareil, profil unifié, facilité passer à l'action. On vous met quelques solutions là qui effectivement sur les CDP ou les CIP directement pour effectivement comment vous gérez vos programmes clienteling, fidélisation et comment les parcours sont construits à travers les besoins des consommateurs. Je vais arriver sur ça parce que ça nous a bluffé. Un magasin à New York, Dick's House of Sports. Alors eux, ils ont tout compris. C'est absolument pas RGPD, donc on va être très détendu. Vous rentrez dans le magasin. L'ensemble de vos données sont captées pour peu que vous soyez membre feed. Et alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous balader dans le magasin, vous allez commencer à toucher à des produits ou vous intéresser à ces produits. Là, on a les chaussures de running. Et la publicité retail média qui va arriver sur l'ensemble du dispositif du magasin correspond exactement à toutes les informations qu'on a sur vous et tout ce que vous êtes en train de faire par la computer vision en magasin. Donc là, par exemple, vous avez quelqu'un qui est un runner qui va commencer à toucher des chaussures de sport et on va carrément afficher ses derniers parcours qu'il peut avoir fait directement puisqu'ils ont un accord avec Nike. Donc là, une solution qui intègre en fait tout ce qu'on est en train de se dire, le digital dans le point de vente, le retail média, la capacité à faire de l'hyper-personnalisation, voire de la publicité adaptée à l'instant du consommateur qui rentre dans le magasin. C'est pas encore compatible sur le marché français. Efficacité opérationnelle, je vais passer très vite. On a dit l'IA était de la surcouche des protocoles, elle devient le centre de la construction de vos marketing et de la façon dont vous construisez données, réponses et modèles en réponse aux consommateurs. Donc là, je vous laisserai en prendre connaissance. Effectivement, tout ça s'opère dans deux choses. La première, c'est si vos données ne sont pas rangées, vous ne pouvez pas opérer. Si vos entrepôts et si vos magasins ne sont pas rangés, vous ne pouvez pas opérer. Les deux sont indispensables à une exécution parfaite. C'est stock clair, précis, parce qu'effectivement la réponse est instantanée, données précises, parce qu'effectivement le consommateur peut arriver par différents touchpoints. Ensemble des solutions, on vous les remettra aussi, tout ce qui fait que le magasin devient un magasin digitalisé, mais digitalisé nouvelle génération. Vous les avez là, les computers, les tableaux de bord, le pilotage, les jumeaux numériques qui vous permettent de faire de la structuration peut-être de modèles qui seraient différents. Voilà, je vous le laisse. Les agents argentiques en magasin rejoignent ce que je vous ai dit en digital sur la partie exécution. Vision 360 degrés. Les opérateurs sur les magasins ont accès à un nombre de données et à un traitement de la donnée maintenant qui leur permettent de piloter quasiment en temps réel le point de vente avec un certain nombre de réponses. Puisqu'Instacart l'a fait, Amazon ne pouvait pas ne pas le faire. Ils ont fait pareil. Ils ont dévoilé pareil un caddie qu'ils mettent à disposition des grands de la distribution avec effectivement le contrôle, l'antifraude, l'achat automatisé, la prévision des stocks, etc. C'est marrant, ce caddie sert à deux choses. Il sert au consommateur qui se balade dans le magasin et pendant qu'il fait ça pour le consommateur, il vérifie en fait l'ensemble des stocks qu'il y a dans le magasin lui-même pour les opérateurs. Donc en fait, il a une double action et il n'y a plus besoin de vérifier les stocks le lendemain matin. Ils ont été vérifiés toute la journée par environ des milliers de caddies qui passent toute la journée dans le magasin. Logistique, effectivement, on ne peut pas opérationnalité, on n'a pas le choix. Si on veut effectivement quelque chose de structuré, la partie logistique, c'est pas sujet du jour, mais elle opère dans l'ensemble du dispositif, doit être effectivement structurée. Je pense qu'on en parlera pendant un dernier moment. Voilà, on vous l'a fait, warehouse automatisé. Je vous invite, si vous voulez, warehouse automatisé à piloter, c'est ce qui viendra. Je vous invite, si vous avez l'occasion, à aller visiter le magasin de Bretigny-sur-Orge d'Amazon. Il a cette particularité-là, 4000 humains, 4000 robots.
il est structuré de façon, pour l'instant, semi-automatisée, semi-pilotée. Il est fort probable qu'il évolue encore vers un pilotage beaucoup plus spécifiquement, je dirais quasiment autonome. Donc là, vous l'avez, Adeline et les équipes souvent ont l'occasion de vous faire vivre de manière immersive un certain nombre de choses. Si jamais c'est une expérience, peut-être qu'on la reconduira, mais en tout cas, je vous conseille vivement d'aller voir ce qui est en train de s'opérer. Pareil, solution sur la logistique, sur l'ensemble des opérations. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? On doit retenir ça. On veut vous projeter dans ce qui est en train d'arriver. Le cas vers le commerce agentique, on en a parlé. Les agents arrivent, il va falloir structurer vos démarches en fonction de ces nouveaux protocoles et de cette façon d'orchestrer le business. Human in the loop, mais clienteling. Clienteling, je suis de plus en plus précis dans la capacité que j'ai à répondre. Donc je mets les outils et je structure l'ensemble de ce que j'ai, de mon dispositif commerçant, de façon effectivement à pouvoir répondre à l'individu et non plus à des personas que vous avez vous-même imaginé en termes de marketing. C'est le grand changement. Ça ne dit pas que l'humain est désengagé de cette démarche-là. Piloter l'omnicanal par la fiabilité, c'est ce qu'on a dit, stock, data, processus qui soit relativement clair, puisque cette expérience se délivre sans couture à partir du moment où vous avez structuré l'ensemble. Structurer le point de vente physique, mais quand on dit structurer, c'est transformer en fait ce que vous avez comme expérience digitale, très immersive, très expérientielle, pour le basculer dans le magasin. Je ne parle pas que de l'analytique, je parle aussi de faire vivre des choses qui soient différenciées sur le point de vente lui-même. Et il y a pas mal d'exemples qui ont été donnés et qui sont arrivés sur New York cette année, notamment dans Soho. L'IA, l'OS du commerce, vous aviez toutes vos solutions, CDP, OMS et POS dans les magasins. Ça, oubliez parce que ça va se concentrer pour être une interface automatique directement liée à la structure de l'IA Gen. Et puis service client autonome, vous le savez, dans les secteurs ou dans les métiers qui ont été le plus impactés par l'IA, c'est la capacité, maintenant vous ne pouvez pas ne plus répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à vos clients. L'IA permet de le faire, les opérateurs permettent de le faire sur les heures ouvrées, mais l'IA permet de le faire à tous vos consommateurs, effectivement, dans le cadre de la relation client, tout au long de l'année. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être mis en place, si vous ne l'avez pas encore fait, assez rapidement, parce que ça fait partie de ce qui structure l'attachement à la marque et le fait qu'on soit en capacité de se basculer très rapidement sur des actes d'achat, sur des envies d'être associé effectivement à ce que je peux vivre. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette partie omnicanal. J'ai un peu accéléré à la fin parce qu'on avait beaucoup de choses à vous transmettre. En tout cas, merci beaucoup et puis bonne matinée en continuité avec tous les partages.